Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Wafa Makhlouf, directrice de CID depuis 2013. Je suis honorée aujourd'hui de modérer une des sessions de la conférence virtuelle de l'Union pour les Méditerranées et les femmes pour la Méditerranée 2020, à l'occasion de son 25e anniversaire. La session s'intitule « Les femmes leaders face à la crise Covid-19 ». Le mot phare de l'année 2020 pour le monde entier, ou presque, est la Covid-19. Le CID, en partenariat avec l'UPM, a décidé de lancer le programme We Inspire pour aider les femmes entrepreneurs à faire face à cette crise et à relancer la croissance de leur entreprise dans ces moments d'incertitude et d'invisibilité. Nous allons alors écouter le témoignage de 3 femmes battantes et courageuses qui ont pu faire face à cette crise et sortir plus fortes. Mais avant de les présenter, je vous prie de nous suivre sur les différents canaux de social media. Donc, pour nous suivre, soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, il y a UFM Secrétariat, et sur LinkedIn, Union-for-the-Méditerranée. Pour le site aussi, vous pouvez nous suivre à travers Twitter, Facebook ou Instagram, site tunisien. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien avant tout présenter mes 3 candidates que j'ai invitées aujourd'hui pour faire partie de ce panel. On a Madame Sondes Banouri, fondatrice de la société Dasri Stérile. Sondes est titulaire d'une licence en sciences du travail et d'une maîtrise en sciences sociales quantitatives. Avant de lancer son projet, elle a occupé plusieurs postes dans différents secteurs, comme responsable des ressources humaines dans une société internationale spécialisée dans l'industrie de l'habillement, puis responsable du crédit du recouvrement dans une institution de microfinance. Par la suite, elle a travaillé dans un cabinet de conseil en environnement où elle a développé son idée de projet. En 2013, elle a participé à un programme organisé par le PNUD et elle a été récompensée comme la meilleure idée de projet. Le travail de terrain et universitaire de Madame Sondes Banouri l'a amenée à fonder l'une des entreprises les plus prometteuses en Tunisie, spécialisée dans la collecte des déchets sanitaires. En 2016, elle a créé sa propre entreprise, Dasri Stérile, une unité de gestion et de stérilisation des déchets de soins de santé à risque d'infection. Par la suite, nous aurons avec nous Madame Mena El Taïef Kanzali. C'est la CEO de Beyond Pictures, une agence de communication et de design visuel prometteuse sur le marché tunisien. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut supérieur de gestion, elle a été responsable pendant 3 ans du département marketing de la grande entreprise Reynolds. En 2013, elle a décidé d'utiliser ses diverses connaissances acquises et expériences pour créer sa propre société de communication, Beyond Pictures. Menel s'engage régulièrement dans l'accompagnement des ONG locales et des entreprises dans leur réorganisation et ou leur stratégie numérique. Elle a participé en tant que mentor avec CID Tunisie au programme We Inspire qui implique l'autonomisation des femmes. Par la suite, on aura Madame Inès Mimi, fondatrice de Collectune D3E, recyclage. Madame Inès, après sa visite aux États-Unis dans le cadre du programme Business Women Exchange, financé par le gouvernement américain en 2004, Inès a prévu de créer sa propre entreprise de collecte de recyclage des déchets informatiques. Et ce n'est qu'en 2009 qu'elle a créé sa société Collectune D3E recyclage, bien sûr après plusieurs années de lutte en raison du cadre juridique et administratif, également pour la collecte des fonds nécessaires pour la création. Aujourd'hui, la société est pionnière dans la gestion des déchets et le recyclage électronique. Dans un secteur de l'industrie environnementale, dominé par les hommes, elle se distingue comme une femme entrepreneur prolifique qui inspire les plus jeunes qui souhaitent démarrer leur entreprise. La preuve en est son succès en tant que mentor auprès de nombreuses organisations telles que CID Tunisie et Mowgli Mentoring. J'espère que j'étais fidèle à votre profil. Et maintenant, je laisse la parole à Sondes pour nous parler de son expérience en tant que femme chef d'entreprise et son combat avec le Covid. Merci, Sondes. Juste le micro avant de commencer, si vous permettez. Merci.
Merci Madame Wafek pour la présentation. Merci tout le monde. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Sams Banouri, fondatrice de la société d'Assistiril. Et c'est après une expérience d'environ 6 ans dans le secteur privé que j'ai décidé de lancer mon propre société. C'est une activité écologique a pour vocation la collecte, le transport et le traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux. C'est pour cela que Dastistiril a mis à disposition un système efficace, écologique et économique pour transformer les déchets tels que les seringues, les aiguilles, les filtres de dialyse en déchets stériles assimilés aux déchets ordinaires. En fait, le choix de cette activité était considéré comme complément de stratégie de l'État tunisienne, puisque notre unité est considérée comme unité pilote dans la région de Nord-Ouest. Avec la crise Covid-19, notre rôle est devenu de plus en plus sollicité et on était parmi les premiers rangés face à cette épidémie. Et moi, personnellement, quand j'ai entendu parler de cette maladie, et même avant que sa propagation soit à mon pays, je ne vous cache pas que j'étais très angoissée et j'ai pensé à ma responsabilité vis-à-vis de mes partenaires et surtout vis-à-vis mon équipe et leur sécurité, leur famille. J'ai dit comment convaincre quelqu'un de faire face à une épidémie dont tout le monde a eu peur et qu'il n'y a pas encore de solution. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'être courageuse, comme d'habitude. Et grâce au soutien permanent de mon mari, qui est aussi associé dans cette activité, on a essayé de voir avec nos partenaires, quels que soient les concurrents, dans le domaine de santé, les établissements financiers, les bailleurs de fonds. Et puis, on s'est engagé et on a organisé des séances de formation pointues sur les mesures de sécurité. On a essayé d'optimiser notre planification logistique pour répondre aux nouvelles exigences et aux demandes exceptionnelles auprès des établissements de soins et aux difficultés dues à l'octroi des autorisations de circulation. La bonne nouvelle que la crise est devenue une opportunité pour Dastistiril. Cette épidémie a dévoilé notre rôle et notre importance. Et par coïncidence, nous étions en phase de lancement et la mise en place d'un système de certification ISO 14001 et ISO 9001, financé par le programme Tunisia Jobs. Et pour la même occasion, ils nous ont posé la fameuse question dans la moment propice, comment on peut vous aider face à cette crise? Donc, la réponse était immédiate, simple et pertinente. On veut bien avoir une unité, un matériel pour accroître la capacité de traitement et de passer de 40 kg par heure à 100 kg par heure. Et effectivement, on a réussi à avoir un don très important et un accompagnement spécifique pendant toute cette période. Aussi, grâce à CID, on a pu profiter de sessions de one-to-one avec des experts virtuels de CID, des réseautages à travers la plateforme CID Network, aussi bien l'accès à l'information et la communication sur les mesures de soutien prises par le gouvernement tunisien. Toutes ces mesures ont permis de surmonter cette conjoncture et de dépasser et de rendre Dastistiril de plus en plus fort. Merci pour tout, pour SeedGrow, pour Tunisia Jobs et pour tous ceux qui ont donné la main pour dépasser cette conjoncture. Merci beaucoup, Sandos. Comme disait Jacques Chirac, les crises sont des choses qui arrivent régulièrement. Le grand avantage, c'est qu'en général, on en sort renforcé. Je te remercie énormément pour ce partage et je passe la main à Manel pour qu'elle aussi puisse nous parler de son expérience face à ce Covid. Merci, Manel.
Le micro, s'il te plaît. Menel, le micro, on t'entend pas. Bonjour à toutes. Et à tous, Bonjour. j'espère. Bonjour à toutes et à tous. Merci Wafé pour la présentation et merci aux organisateurs pour cette invitation. Comme a dit Wafé, en 2015, en tant que CEO de Beyond Picture, mon agence de communication fondée avec mon associé et mon frère Isa, j'ai fait partie de la deuxième génération SeedGrow. Lors de ces formations, si quelqu'un nous aurait dit que nous étions en train d'être outillés pour faire face à l'une des plus grandes crises économiques jamais connues, personne ne l'aurait cru. Personne n'aurait cru ou imaginé qu'on allait vivre une situation pareille. Du jour au lendemain, le monde s'est arrêté. La moitié de la population mondiale confinée, des frontières fermées, des économies à l'arrêt. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ces formations SeedGrow m'ont permis d'acquérir des outils et de développer des compétences qui m'ont permis instinctivement sur le coup de faire face à cette crise. Mais en y pensant par la suite, je me suis rendu compte que nous avons plus ou moins sauvé les meubles face à des situations difficiles que j'imagine la plupart de nous ont connues, des clients en difficulté de paiement, des projets reportés ou annulés, une atmosphère anxiogène et imprévisible, déviation complète des stratégies mises en place et des plans d'action. La question la plus fréquente était à ce moment-là, de la part de nos clients, c'était est-ce qu'il faut continuer à communiquer ou arrêter complètement la communication? Donc, c'était une question vitale pour nous et pour nos clients. Je pense que nous avons pu assurer la continuité de notre activité à ce moment-là grâce à deux choses qui nous ont beaucoup aidés et sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé lors de ces formations, lors des formations SeedGrow, et que nous avons appliqué au sein de Beyond Picture depuis nos débuts. La première était la mise en place d'une vision stratégique. Et la deuxième, c'était l'implication et la cohérence, et l'implication et la cohésion de nos équipes. Ces deux axes très importants nous ont permis à ce moment-là nous ont facilité la tâche lors de cette crise parce qu'on a vu l'impact de nos choix stratégiques et nous avons vu comment nous avons pu amortir le choc. Je me rappelle encore des séances de coaching avec notre formateur Slim Ben Ammar, où il parlait et nous sensibilisait à l'importance de la stratégie pour assurer une pérennité et pour le développement d'une entreprise. Par exemple, au sein de notre agence, il était toujours important pour nous de définir quelques points. Par exemple, le choix des marchés et des clients. Nous avons depuis longtemps décidé de travailler en grande partie avec les bailleurs de fonds, ce qui a assuré un certain équilibre financier lors de cette crise. Aussi parce que les projets avec eux, ça durait sur des périodes longues, 2 ans, 3 ans. Donc, quelque part, nous étions en pleine production lors du confinement. Quelque part, il y a eu des projets qui ont été annulés et reportés, mais une grande partie de nos projets, ils étaient en cours et lancés. Donc, on devrait livrer à temps. Donc, on n'a pas eu une cessation d'activité. Et ça, c'était très bien pour nous. Un autre point stratégique aussi qui est très important et qui nous a sauvés quelque part, c'est la diversification de notre offre. Au début, nous avons commencé comme une agence audiovisuelle. On avait un seul département audiovisuel. Puis, nous avons développé 4 autres départements, stratégie, création graphique, événementiel et surtout digital. Toutes les commandes en événementiel et en audiovisuel ont été annulées et l'est toujours aussi jusqu'à maintenant dans plusieurs cas, le digital a pu sauver la mise. Si on n'avait pas eu le département digital à ce moment-là,
on n'aurait pas pu continuer au moins 70% de nos projets. Le deuxième point très important aussi, c'est notre équipe. C'est la cohésion et l'implication de l'équipe. Je me rappelle aussi des séances de coaching et de simulation que nous faisons avec notre formatrice Célima. On avait beaucoup travaillé on avait fait beaucoup de simulations et on avait beaucoup travaillé sur la motivation et l'implication de l'équipe. Elle disait toujours qu'il faut qu'il faut juger les collaborateurs sur leur performance et leur implication. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons opté depuis un moment, depuis quelques années, si je peux dire, à travailler d'une manière agile et flexible. Nous avons développé un logiciel de gestion de projet. Nous l'avons développé avec un seeder aussi qui a fait partie de la première génération et que je salue au passage. Merci Heidi pour le logiciel, il nous a sauvés. Ce logiciel nous a permis d'accorder une certaine autonomie et le sens de responsabilité à notre équipe. Jamais on les a jugés sur des problèmes de pointage, questionnaires sur le retard. Jamais. On jugeait toujours sur leur performance et sur l'atteinte des objectifs. C'était ça nos KPIs, pas autre chose. Donc, cette méthode, cette agilité et ce sens de la responsabilité et cette appartenance qu'ils ont envers leur agence nous ont permis d'assurer la continuité de notre activité, le respect de délai quand on a basculé vers le télétravail. On était quelque part habitués à travailler de la sorte. Il y a eu quelques réglages, mais l'infrastructure de base était là. Une autre valeur très importante aussi que nous avons appris au sein du site, c'est l'importance du réseau, de l'entraide et du networking. J'ai tout de suite accepté quand Sid m'a proposé de participer au programme FinTech en tant que coach pour accompagner les start-upers. Parce qu'au début, c'était important pour moi d'échanger et de voir l'expérience des autres entrepreneurs et de me rendre utile en ces temps de crise. Cela m'a permis aussi de découvrir un écosystème en marche, en plein essor. Ce programme FinTech était pour moi une lueur d'espoir en ce temps de désespoir. Une seule chose peut-être que Sid a omis de nous apprendre, et je pense que beaucoup d'entre vous sont d'accord avec moi, c'est comment travailler de la maison 24/24 en présence de ces deux enfants qui n'arrêtaient pas de s'échamailler. Bon, peut-être que ça, quelque part, ça a mis un peu de joie dans nos réunions avec nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires. Merci pour votre attention. Merci Manel. Notre guerrière, comme l'était Winston Churchill, qui disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Je pense que tu as bien appliqué cette citation de Winston et on te remercie pour ce partage et surtout de mettre l'accent sur l'importance du networking, du réseautage que Sid vous a permis d'avoir. Entre autres, j'aimerais passer la main à Inès Timimi, qui elle aussi a fait partie de nos programmes Sid Grow. Donc Inès, c'est à toi la parole et merci encore une fois. Bien, bonjour, merci au FF de m'avoir présenté et merci les filles, j'ai adoré votre présentation. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience lorsqu'il y a eu le début du confinement. Dès le début du confinement et lors de son annonce, mes priorités et mon mode de vie ont été complètement bouleversés. La tempête a fait ravage et l'économie a fait naufrage. Face à cette nouvelle situation exceptionnelle, je n'avais pas de réponse préprogrammée. Alors, première réaction, la sécurité. Comment mettre en sécurité les gens autour de moi? Donc, je travaille dans la gestion des déchets électroniques. Le télétravail, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas possible. Donc, mon personnel est resté chez lui, il a été rémunéré. J'ai même refusé des équipements provenant d'un hôpital parce que je savais que ça n'allait pas être désinfecté. Donc, je n'ai pas voulu prendre le lot. Ensuite est arrivé un peu le vent de la panique. J'ai voulu éviter cette panique et occuper mon esprit à réfléchir à la meilleure façon d'être utile aux autres. Il fallait être solidaire.
mais aussi de manière légitime et égoïste sauver mon projet, parce que moi j'aime mon projet. Alors comment faire pour sauver mon projet? Comment faire pour qu'il résiste le temps de la reprise? Et c'est pourquoi la reprise? Alors je me suis mis à penser, mais qu'est-ce que je suis prête à perdre? Et non plus combien je souhaite gagner. J'étais face à une multitude d'incertitudes. Est-ce que je dois revenir à la case de départ, comme en 2009? Lors de la création de ce projet, je n'avais pas les mêmes ressources, ni les mêmes compétences, ni la maîtrise de ce secteur, ni le réseau. Donc, je ne pouvais pas revenir dans cette case. Pas tout à fait. Parce que maintenant, j'ai des ressources, j'ai des compétences, j'ai une expertise dans ce secteur. Et j'ai franchi beaucoup d'obstacles. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai surfé aussi sur la vague de la révolution. J'ai fait du chiffre d'affaires, j'ai résisté. Donc, je ne peux pas revenir à la case de départ. Mais je reviens à une autre case. Mais finalement, ces incertitudes, je les ai toujours. Et tous les entrepreneurs les ont eues et les auront toujours. Alors, j'ai travaillé sur la réorientation de mon projet. D'abord pour sa survie, ensuite pour sa sortie de la crise. Alors, j'ai utilisé la méthode de la paille. La méthode de la paille, c'est lorsqu'on a la tête sous l'eau et qu'on respire avec la paille. Donc, on va utiliser le minimum d'énergie et exploiter le maximum de nos capacités pour résister. J'ai chouchouté mes clients. Je les ai contactés pour avoir de leurs nouvelles et demander de leur santé. J'ai gardé aussi une relation avec mon chargé de clientèle à la banque. Bon, je me fais des fois taper sur les doigts comme tout le monde, mais c'est la routine maintenant. Il fallait que je sois réaliste. Je risquais de perdre un client, peut-être un fournisseur, peut-être que la banque allait me lâcher. Mais bon, il faut garder espoir. Il faut garder espoir tout en se confrontant à la réalité. Mais comment se motiver lorsque tout est figé? Comment se motiver lorsqu'on regarde par la fenêtre et on voit que le pays est complètement confiné, que le temps s'est arrêté, même à l'international? On a tous besoin d'un bol d'oxygène pour reprendre. Et c'est là qu'apparaît le CID. Le CID, un grand bol d'énergie, une équipe soudée et professionnelle, avec à la tête une femme dynamique et toujours pleine de ressources. C'est Wafa Mahlouf. En activant ces réseaux, avec la solidarité et le partage d'expériences, les CIDers étaient unis face à cette pandémie. La mise en mouvement de différentes rencontres virtuelles lors d'ateliers nous a éclairés, nous a réveillés, nous a boostés. Je voudrais citer celui qui m'a le plus marqué. C'est celui du leadership transformatif, au moment même où le savoir-être prend toute son ampleur. Je remercie Olfa, la coach, qui nous a rappelé que certes, les choses sont quelquefois difficiles, mais pas impossibles, même face à toutes ces incertitudes. Alors, comment appliquer ce que nous avons appris lors de ces ateliers? Comment renforcer nos compétences, reprendre confiance, assurer sa crédibilité, changer son attitude, garder toujours la tête haute, toutes ces choses. Pour s'en sortir, je dois me réinventer alors. Comment se réinventer? Comment se réinventer avec des valeurs de partage et d'engagement? J'ai fait partie du site Grow, deuxième génération avec Menel en 2015. Et les formateurs ont été des guides précieux pour la conduite de mon projet. J'entends encore leur voix. Il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Mais là, avec le Covid, ça fait une petite omelette. Bon, je finirai par trouver la recette. Alors, je me suis dit, à mon tour, pourquoi pas accompagner d'autres entrepreneurs et devenir leur mentor, les guider à travers un processus de réflexion mutuelle et un partage d'expériences. Avec le site, en partenariat avec l'UFM, ce mentorat a été fait dans un cadre. C'est le cadre du programme Reinspire. Le thème que j'avais avec mes mentees, c'était l'orientation stratégique et le business model, et également le programme FinTech. L'expérience est faite dans un environnement dans lequel nous avons appris, mes mentees et moi, et continuons à apprendre de nos actions, à améliorer nos performances pour obtenir de meilleurs résultats. Alors, merci aux mentees et merci au site pour tout cela. Merci à toi, Inès. Merci pour tout ce que tu nous as dit sur ton expérience. Didier Cour disait « Le partage des expériences, des compétences de chacun et chacune favorise la croissance de l'intelligence collective. Par la recherche de progrès et le partage des succès, on dure dans l'excellence. » Et c'est ce que j'ai ressenti avec vous aujourd'hui. Merci, c'est grâce à vous
toutes les trois, que nous avons pu vous connaître un peu plus et connaître comment et savoir comment vous avez pu faire face à cette crise. Tout se prépare à l'avance. C'est vrai que dans la stratégie, j'imagine, personne n'a imaginé une pandémie pareille. Et donc, c'était pour nous quelque chose d'inimaginable, mais ça s'est fait. Et grâce à tout ce que vous avez appris et grâce au partage et grâce à votre expérience, vous avez pu faire face à ces problèmes d'ordre international. J'ai une petite question. Alors, je vais voir which is the most important tool to make your enterprise resilient in the COVID-19 crisis. Financial support, networking, access to the market. Alors, pour vous résumer, une question qui vous est adressée. Quel est le plus important moyen ou outil qui vous a permis d'être résilient face à ce Covid et surtout par rapport au côté financier? Est-ce que c'est le côté financier? Est-ce que c'est le réseautage? Est-ce que c'est l'accès au marché? Si une personne d'entre vous a une petite réponse à nous fournir, merci de partager avec nous. Je pense que Sandes, par exemple, elle a eu le support financier d'un des mesures qui a été mis par l'un des programmes d'aide aux entrepreneurs, qui est Tunisia Jobs. Si tu peux nous parler de ça, Sandes, et de nous dire comment cette aide financière t'a permis de mieux résister. En fait, moi, avec cette crise ou avant cette crise, j'étais toujours présente à tous les événements. À chaque fois qu'il y a une formation, qu'il y a une journée, un séminaire, j'essaie le maximum d'être présente, de voir les nouveautés à travers ces actions. Et effectivement, c'est le jour J où le Covid est présent et nous a attaqués. Moi, j'étais en plein formation avec le programme dans une autre action, c'est pour la certification. Et grâce à cette présence que j'ai pu présenter mes problèmes et mes soucis, et dire à mes bailleurs de fonds que la certification à ce moment-là n'est pas le seul objectif. L'objectif principal, c'est d'arriver à avoir une unité qui peut traiter le maximum de déchets. Et on a entré en communication avec des réunions virtuelles. Et heureusement que j'ai gagné cette opportunité de financement et de ce don, aussi bien l'accompagnement de CID, parce que j'avais des problèmes pour l'acquisition des équipements de protection, et grâce au réseautage et la plateforme mise en place par CID Network, on a réussi à avoir de nouveaux fournisseurs pendant cette crise. Donc, l'accès au financement nous a sauvés aussi bien. C'est grâce au réseautage. Moi, je mets l'accent et je conseille tout entrepreneur d'être toujours entouré par des gens, quel que soit leur domaine d'activité. Il ne faut pas se méfier de notre secteur, mais il faut être présent et à l'écoute de tout le monde. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, l'investissement majeur, pour toi, c'est d'avoir un réseau, donc être présent, que ce soit dans les événements d'ordre national ou international, et aussi garder le contact avec les associations pour pouvoir augmenter son réseau. Et donc, c'est ce qui t'a permis aujourd'hui de décrocher cette capacité ou cette possibilité d'avoir et le financement et aussi le réseau nécessaire
pour développer et continuer et à résister. Donc, je ne sais pas si Manel ou Inès, vous avez vous aussi d'autres réponses ou d'autres expériences à partager avec nous par rapport à cela, par rapport à la résistance. Je peux ajouter une chose, moi, ce que je conseille tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses, c'est d'instaurer une relation de confiance et de partenariat avec les clients et fournisseurs. Parce que les clients, ils sont importants, mais les fournisseurs aussi, ils sont très importants. C'est que ce que nous a permis, nous, de continuer à travailler, après, à part les choses que nous avons citées au début, c'est aussi cette relation de confiance et cet anneau qu'on avait créé avec nos différents partenaires, les clients et les fournisseurs. On avait réussi, et ça c'est une fierté, et ça c'est aussi stratégique pour nous, c'est de créer cette relation de confiance, le contrat de confiance, le partenariat. Il n'y a aucun fournisseur qui m'a appelé à cette période-là pour me dire vous devez nous régler. Pourtant, je sais qu'il y en a quelques-uns qui étaient en difficulté. Comme j'ai appelé nos clients pour savoir quand est-ce qu'on peut être payé, j'ai aussi contacté mes fournisseurs pour voir avec eux et je leur ai dit qu'on va procéder par priorité. Les règlements vont se faire par priorité. Celui qui avait vraiment le plus de besoin d'argent pour sauver son entreprise, c'est lui qui va être le premier à être réglé. D'un autre côté aussi, avec nos clients, on avait discuté avec la plupart d'entre eux. Ceux qui pouvaient payer à ce moment-là, ils nous ont payé. Et on avait, nous, des factures et des avances et tout. Donc, on avait, on touche du bois, un certain équilibre. Donc, nos clients qui étaient en difficulté de paiement et tout, on leur a dit, il n'y a pas de problème. Donc, on va échelonner le paiement et tout. Donc, vraiment, le fait de pouvoir aussi apporter notre aide et travailler avec ces gens-là et essayer de les aider, c'était très important pour nous. Donc, j'insiste toujours sur la relation de confiance et la relation de partenariat. Ça, c'est un travail qui se fait sur le long terme et c'est en temps de crise que le travail qui a été effectué va apporter ses fruits. Donc, voilà. Merci beaucoup, Manel. J'ai peut-être une autre question à poser à Inès, si tu permets. La question dit, quelles sont les principales politiques et actions nationales et locales qui ont été menées dans votre pays pour soutenir les entreprises dirigées par des femmes pendant la crise de la Covid? Donc, je ne sais pas si tu as une petite idée sur les mesures que l'État a mis en place et entre autres la relation avec les banques, le rééchelonnement des intérêts, des crédits, pardon. Donc, si tu peux nous éclairer un peu sur toi en tant que femme, est-ce que tu as une idée sur ce que l'État et le gouvernement a mis en place pendant cette période de crise? Merci. En fait, voilà. Donc, en fait, moi, ce que je sais, c'est que pendant cette période-là, il y a eu des propositions de rééchelonnement des dettes avec les banques. Même pour la TVA également. Bon, ce n'était pas destiné uniquement à la femme, il n'y avait pas quelque chose de spécifique pour la femme, c'était pour toutes les entreprises. Il y avait même des aides pour payer une partie un petit forfait pour les personnes qui sont restées chez eux, donc le personnel qui ne pouvait pas se déplacer. Donc, il y a eu des aides. Bon, je n'en ai pas bénéficié parce que je me suis débrouillée avec mes propres finances, puisque pendant le Covid, j'étais surprise de cours. Donc, j'ai récupéré les anciens paiements comme Manel. Mais il y a eu des aides, mais c'était destiné à toutes les entreprises, pas spécifique aux femmes. Et du secteur formel. Voilà. Merci Inès. Parce que je ne pense pas que le secteur informel, je pense qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans le secteur informel.
J'imagine. Voilà. Je ne pense pas que l'État va mettre des mesures pour le secteur informel, Dieu, Dieu merci, parce que tous les entrepreneurs qui sont dans le secteur formel doivent, c'est là où on doit vraiment euh, consolider le secteur formel, parce qu'en Tunisie, vous savez, il y a le secteur informel qui prend le dessus, parce que ces derniers temps, après la révolution, l'informel prend le dessus, et c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et avec la Covid, on a remarqué que le secteur informel n'a pas bénéficié des avantages. Donc, j'ai une autre question. What would you say to women considering launching a business right now? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à des femmes qui veulent lancer leur propre business maintenant? Est-ce que, dans le sens où est-ce que vous les encouragez ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a toujours un moment pour lancer. Bon, juste, il faut bien voir sur quelle vague surfer, aller tout de suite vers là où il y a les opportunités. Parce que quelquefois, nos envies ou nos rêves ou les projets que l'on aime ne sont peut-être pas rentables. Donc, vérifier d'abord la rentabilité et ensuite se lancer. Donc, pas de je me lance à l'aveuglette, hein, parce qu'après on paye les pots cassés. On fait ça pas à pas. On essaye d'être fort. Fort, c'est pas autoritaire, mais fort, c'est-à-dire avoir une vision claire. Voilà. Et se faire aider. S'ils ont le site chez eux, tant mieux pour eux, hein, pour avoir un partage collectif des expériences, parce que c'est le partage qui nous permet en fait d'être éclairés et d'avancer plus clairement. Voilà. Mais allez-y, hein, sans problème. Go. Moi aussi, j'encourage les femmes parce que moi, sincèrement, je trouve que les femmes sont plus souples pendant la prise de décision. La femme qui supporte la grossesse de 9 mois, elle peut aussi supporter des problèmes, quel que soit leur lourdeur. Et c'est pour cela que la femme est faite pour dépasser les problèmes. Donc, comme a dit Madame Inès, il faut prendre des risques, mais des risques étudiés, mais il ne faut pas lâcher les mains, il ne faut pas rester coincé. Et il faut foncer comme d'habitude et c'est la femme qui, comme toujours, euh, est le levier de l'économie. C'est ça. Merci. J'aimerais bien entendre Manel là-dessus. Est-ce que toi aussi, tu encourages les femmes à se lancer dans ces moments difficiles? Comment on peut, par exemple, faire sortir les opportunités dans ces moments de crise? Et on sait que normalement, dans les moments de crise en général, il y a toujours des opportunités. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Euh, Se lancer, oui, oui, je pense qu'il faut enfin, il faut se lancer si on veut faire notre projet, parce que pas forcément tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat ou peut faire de l'entrepreneuriat. Mais si on a envie depuis, par exemple, nous, pour notre projet, c'est depuis notre enfance que mon frère et moi, on voulait lancer ce projet. Donc, si on a cette envie de lancer son propre projet, c'est comme un bébé, en fait. Il faut bien se préparer et il faut avoir les outils nécessaires, développer toujours les compétences au fur et à mesure qu'on avance et qu'on évolue, donc développer les compétences qui vont avec. Sinon, pour les temps de crise, je pense que la gestion de crise ne s'improvise pas, elle se prépare. Elle s'apprend avec le temps. On passe parfois par des petites crises, parfois par de grandes crises. Donc ça s'apprend. Je pense que le plus important aussi, c'est d'avoir une vision stratégique, une vision globale, parce que finalement, comme on dit, la crise de demain, c'est souvent le refus des questions d'aujourd'hui. Et si on a une bonne stratégie, elle prendra en considération les questions d'aujourd'hui. Donc, on pourra à un certain moment amortir le choc et sauver les meubles. Micro a fait micro.
En fait, j'étais concentrée en lisant le dernier ou l'avant-dernier, la dernière question. To what extent does the lack of gender-based data on business development, employment, and informal work prevent the adoption of gendered economic measures? La question, c'est par rapport au manque de data et pour savoir un peu les entreprises informelles et l'emploi, ce manque de data, je pense, par rapport à le secteur formel ou informel et l'adoption de la question genre dans les mesures économiques. Bon, la question, je ne l'ai pas bien compris et je pense qu'il s'agit plutôt d'une question qui s'adresse aux personnes qui sont spécifiques, voilà, qui se spécialisent dans la data et la collecte d'informations par rapport au genre, par rapport au secteur informel. C'est vrai qu'en Tunisie, si je peux me permettre, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le côté informel. Mais Inès, si tu as des mots à dire par rapport à cela, je te laisse la main pour répondre à cette question. En fait, je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites pour formaliser les secteurs informels. Ils l'ont déjà fait dans la gestion pour la collecte des déchets ménagers, les berbèches, je crois que ça s'appelle comme ça a été fait avec la GIZ, si ma mémoire est bonne. Et donc, on leur a donné ils ont été donc vaccinés, sécurisés. Et ils ont eu un système de collecte avec une centralisation pour qu'ils puissent emmener leurs déchets dans un endroit bien précis. Donc, en fait, peut-être par rapport à la question, c'est comment peut-être diminuer ou alors intégrer le secteur informel et donner la chance aux femmes de sortir du secteur informel vers le secteur formel. C'est que peut-être faire ça par secteur, il faut que ça soit structuré. Si on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans un secteur informel bien précis, par exemple comme la collecte des bouteilles que nous avons en Tunisie, peut-être faire un système de collecte, leur donner la chance de ramener leurs déchets et les faire adhérer à un programme pour pouvoir les intégrer dans le secteur formel et aussi les former. Parce que si elles ne sont pas formées, si elles ne veulent pas aussi être immatriculées, peut-être qu'elles n'en voient pas l'utilité. Il faut que l'État les encourage en leur disant si vous êtes immatriculé, ce n'est pas que pour payer des taxes, mais aussi vous aurez droit peut-être à la sécurité sociale, que ce qu'ils collectent sera acheté à tel prix, etc., etc. Mais des fois, ces gens-là ne sortent pas de ce secteur uniquement parce qu'ils ne savent pas comment le faire et il n'y a pas de structure pour les aider. Et que leur besoin du jour, c'est comment ramener à manger à la maison. Donc, tout ce qu'on raconte, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent cela? Donc, il faut les aider à dépasser ça. Merci. Voilà, je pense. Des réponses. Là, j'ai une autre question. J'aimerais bien écouter Sandes là-dessus. Quelles sont les principales leçons que vous avez tirées de cette période de crise et comment allez-vous intégrer ces enseignements dans votre entreprise à partir de maintenant? Le premier leçon, c'est il ne faut pas être égoïste avec l'équipe. Il faut travailler en équipe, il faut partager nos soucis, il faut être clair vis-à-vis de nos partenaires, il faut franche et il faut partager tous nos soucis parce que c'est un message qui passe. Et depuis qu'on est sincère avec l'équipe et qu'on est solidaire et qu'on partage tout, le bien et le mal, on va trouver les solutions, des solutions mutuelles. Donc le premier conseil, c'est il faut avoir une équipe solidaire et une équipe sincère qui aime le boulot. Il faut écouter nos partenaires. Le deuxième souci, le deuxième leçon, c'est il faut pas toujours penser que les crises sont
des situations critiques, il faut chercher où il y a les solutions, comment bouleverser les choses, comment rendre ces situations des opportunités, comment jouer le rôle d'un leader, pas un gestionnaire euh, direct. Moi, personnellement, quand a eu le problème de Covid, j'ai passé au terrain avec mon mari, on a travaillé la main dans la main avec notre équipe. C'est pour cela qu'on a dépassé cette conjoncture et qu'on a réussi à convaincre nos bailleurs de fonds. Et en plus, on a augmenté le nombre de personnels. Pendant une crise internationale où l'humain prend le dessus, le rôle de l'humain reste toujours important et l'implication de tout le staff ou l'équipe est très importante. La clarté, leur donner la vision et la stratégie, partager avec eux cette vision est très importante. Donc, le côté intelligence collective aussi est très important. Donc, je pense que ces mots sont très, très forts et le fait de revenir vers l'être humain et son rôle dans cette crise sanitaire est très important. Maintenant, j'aimerais bien tout d'abord vous remercier pour tout ce partage et surtout pour toutes ces expériences que nous avons vécues avec vous. Et on voit l'importance déjà des trois piliers que le CID essaie de développer. C'est la formation continue, la formation tout le temps, quel que soit l'âge de l'entreprise ou l'âge de l'entrepreneur. Et puis l'accompagnement, pour ne pas dire mentoring ou coaching, c'est un mix de mentoring et de coaching. C'est l'accompagnement de l'entrepreneur par des personnes qui sont dévouées, dédiées pour ça. Et puis le troisième pilier qui est le réseautage, le networking, qui reste un outil très très important et un ultime pour la pérennité de l'entreprise. J'aimerais profiter de ces 3 minutes pour vous demander, chacune d'entre vous, pendant 1 minute, de me dire quel est le message clé que vous voulez passer à nos auditeurs qui nous ont suivis jusque-là, que nous remercions d'avoir été patients avec nous. Et j'aimerais passer la parole à Inès pour te demander quel est ton message clé ou qu'est-ce que tu veux faire passer comme message, mot de la fin pour nos auditeurs. D'accord, donc d'abord je vous remercie de m'avoir offert l'espace pour partager mon expérience. Et en fait, ce que je vais dire, c'est que la Covid elle risque de revenir et on risque d'avoir aussi d'autres virus. Donc, ce qu'il faut, c'est apprivoiser ce risque et l'intégrer en permanence comme un nouvel élément et aussi intégrer un réseau pour ne pas être seul, comme nous, on l'est avec le CID en Tunisie. Intégrer un réseau pour avoir le partage d'expériences et toujours pour avoir une vision plus claire puisqu'on est ensemble sur le même bateau. Hein. Quand ça vague, ça va vaguer pour tout le monde. Mais lorsqu'on est à plusieurs, on a plusieurs points de vue et on peut éclairer notre vision pour avancer de manière plus sûre en espérant de jours meilleurs. Voilà. Merci Inès. Donc pour toi, sortir de son isolement pendant les périodes de crise est une solution qui permet à l'entrepreneur de partager, de vivre et de voir que vivent les autres et se ressentir consolidé quelque part et avoir des avis, c'est important aussi parce qu'on a besoin de conseils, on a besoin de partage et on a besoin de tous les ondes positifs pour pouvoir avancer dans ces moments de crise. J'aimerais avoir le mot de la fin de Manel. Qu'est-ce que tu peux nous dire quels sont les messages que tu veux faire véhiculer pour nos auditeurs? Bon, déjà, je pense, la première chose, là, on aura peut-être d'autres pandémies, comme Inès a dit d'ailleurs déjà. Donc, la première chose, c'est de profiter pleinement de la vie entre deux pandémies. Après, bon, je souligne encore l'importance de la stratégie.
de la relation de confiance et le fait de se positionner pour une entreprise comme partenaire avec ses clients et ses fournisseurs, ça c'est très important. La valorisation aussi de ses collaborateurs et de son équipe, c'est important. Et toujours travailler sur le développement des compétences et sur le réseau, le networking, discuter toujours avec d'autres entrepreneurs, le partage d'expériences, le benchmarking des expériences. Après tout, c'est très important de vivre les expériences des autres et d'apprendre des expériences des autres. Donc, voilà. Merci Manel, merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. DeCide est une famille et on est fiers de vous avoir parmi nous. Sands, quel est le mot de la fin, le message que tu peux véhiculer et que tu peux dire à nos auditeurs? Moi, sincèrement, je dis à tout le monde, si on aime ce qu'on est en train de faire, sincèrement, on va réussir et on va trouver des solutions. Donc, il faut penser grand, il faut s'attacher à nos rêves, il ne faut pas baisser les bras, quelles que soient les circonstances, et surtout être entouré par des gens positifs qui nous encouragent tout le temps. Et merci, Madame Wafé, parce que sincèrement, tu sais très bien que tu es parmi les femmes que je respecte beaucoup. Ici, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est grâce à vous. Oh, merci, c'est gentil. Parce que la première réunion que j'ai fait dans ma vie, c'était avec vous et vous m'avez donné une autre vision pour l'entrepreneuriat. Et c'est l'occasion pour vous dire merci encore une fois. Merci beaucoup, ça me touche énormément personnellement et ça me fait énormément plaisir de vous voir rayonner et de vous voir grandir et bravo pour tout ce que vous faites, pour vos régions, pour vos entreprises, pour vos familles aussi. Je laisse la parole aujourd'hui maintenant à ma collègue Sarah de CID Morocco qui va animer la session 2 de CID avec l'UFM, Women Empowerment, a Story of a Moroccan Leader. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Je suis très contente de vous avoir parmi nous et j'espère que vous retrouvez encore une fois, une autre fois. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.